Alors, suite du cours sur les diagrammes potentiel pH. Donc ces diagrammes potentiel pH, on va mixer ce qu'on a vu sur les précipités, sur les complexes, sur les pH et sur l'oxyde de réduction. Alors le principe de ces diagrammes, donc une petite présentation. Donc sur ces diagrammes il y a deux axes. Il y a un axe horizontal qui est gradué en pH sur lequel on va reprendre le principe des diagrammes de prédominance. Donc c'est un axe qui est gradué en pH. On sait que sur ces diagrammes pH, on a une frontière avec le pKa, la forme acide qui prédomine pour les pH faibles, la forme base qui prédomine pour les pH élevés. Et ensuite, sur l'axe vertical, on a un potentiel. En utilisant le même principe que ce qu'on a vu sur les diagrammes de prédominance, donc c'est un axe qui est gradué en potentiel. Sur ce diagramme, la frontière qu'on rencontre, c'est le potentiel standard E0, avec l'oxydant qui est prédominant pour les potentiels élevés, le réducteur qui est prédominant pour les potentiels faibles. Alors, au niveau des conventions, on va avoir plusieurs conventions. La première donc toutes ces conventions, ce sont des conventions qu'on va retrouver dans tous les diagrammes potentiel pH, qui sont des conventions qu'on a déjà rencontrées pour la plupart. Donc, les activités des solides et des solvants valent 1. Donc tout ce qui est solide, tout ce qui est solvant, si ça apparaît dans une constante d'équilibre, on mettra 1. Les pressions partielles des gaz valent une pression de 1 bar par convention, donc une activité de 1. Puisque je vous rappelle, l'activité d'un gaz, c'est la pression partielle sur P0, avec P0 qui vaut soit 10 puissance 5 pascal si on travaille en pascal, soit 1 bar si on travaille en bar. Ensuite, la concentration de chacune des formes solubles ou dissoutes dans leur domaine de prédominance, ce sera égal à la concentration de tracé, C0. Cette concentration de tracé, on l'appelle également concentration de travail. C'est une concentration qui est donnée chaque fois qu'on a besoin de tracer ou d'exploiter un diagramme potentiel pH. C'est une concentration qui est donnée, par exemple 1 mol par litre, 10-1, 10-2, 10-3, etc. Donc si on vous donne par exemple le tracé du diagramme potentiel pH de l'élément fer, on vous dira qu'on a une concentration de travail en fer dissous qui vaut par exemple 10-2 mol par litre. Donc c'est une concentration C0 qui est donnée forcément. Et ensuite, à la frontière entre deux domaines, on suppose que la concentration de chacune des espèces dissoutes sont toutes égales à C0, c'est-à-dire la concentration de tracé. Si notre frontière sépare deux domaines dans lesquels on a des espèces solubles, on aura la concentration de chaque espèce soluble qui sera égale à C0. Si notre frontière sépare une espèce soluble et un solide, ben, l'activité du solide vaudra 1 et l'activité de notre espèce soluble vaudra C0. Ensuite, l'élaboration du diagramme. Donc, on va avoir un certain nombre d'étapes. Alors, ces étapes-là, ce sont les étapes qu'il faudra respecter quand on vous demandera de tracer le diagramme. Donc, les différents types de questions qu'on va pouvoir vous poser, c'est soit on vous donne toutes les informations nécessaires et on vous demande de tracer le diagramme, soit on vous donne le diagramme et on vous demande de retrouver toutes les constantes. Par exemple, des potentiels standards, des pKa, des constantes de solubilité, etc. Donc, tout dépend, ce sont les deux types d'exercices. Soit on vous demande de tracer le diagramme à partir de données thermodynamiques, soit on vous demande d'exploiter un diagramme. Actuellement, c'est vrai que le type d'exercice qu'on va vous demander, c'est surtout de l'exploitation de diagrammes.
Donc on vous donne un diagramme et on vous demande de l'exploiter à fond. Mais il faut savoir le tracer également, parce que si vous savez tracer le diagramme, c'est beaucoup plus facile ensuite pour savoir exploiter un diagramme. Alors la première étape, c'est de calculer le nombre d'oxydations de l'élément concerné pour toutes les espèces qui vont apparaître dans le diagramme. Donc si par exemple on vous donne le diagramme potentiel pH du fer, il faudra calculer le nombre d'oxydations du fer dans toutes les espèces dont on vous parle dans ce diagramme. C'est la même chose si on vous demande le diagramme du plomb, le diagramme de l'or, etc. Ensuite, vous classez celle avec le même nombre d'oxydations de la plus acide à la plus basique, en échangeant soit des protons, H+, soit des OH-. Vous savez que celui qui libère des protons, c'est celui qui est l'acide. Celui qui capte des protons, c'est une base. Et inversement pour OH-, celui qui libère des OH-, c'est une base. Celui qui capte des OH-, c'est un acide, puisque OH- est une base. Une fois que vous avez placé ces différentes espèces, vous allez tracer ce qu'on appelle le diagramme primitif. Donc ce diagramme primitif, c'est quelque chose de très simple, mais qui est très très important, parce que c'est ça qui va vous permettre de repérer où sont placées les espèces les unes par rapport aux autres. Donc votre diagramme primitif va ressembler à ça. Donc en abscisse, vous avez le pH. En ordonnée, vous avez les nombres d'oxydation. Plus le nombre d'oxydation est élevé, plus votre espèce est oxydée. Donc elle sera prédominante pour les potentiels élevés. Donc à la ligne la plus basse, par exemple, nombre d'oxydation 1. À la ligne au-dessus, nombre d'oxydation 2, nombre d'oxydation 3. À la ligne nombre d'oxydation 1, j'ai deux espèces. Si on a deux espèces au même nombre d'oxydation, ce sont forcément des espèces qui sont reliées de façon acide-base. Si vous avez des espèces qui sont liées avec des nombres d'oxydation différents, ce sont forcément des espèces qui sont liées par une relation redox. Donc les espèces qui ont le même nombre d'oxydation vont être classées forcément acide et base, donc il vous suffit simplement de trouver qui est l'acide, qui est la base. Même chose au nombre d'oxydation 2 et au nombre d'oxydation 3, peut-être on n'a qu'une seule espèce qui est toute seule sur sa ligne. Ce diagramme primitif, très très important, donc on verra comment on fait pour le construire et comment on l'exploite. Une fois que vous avez tracé votre diagramme primitif, il va falloir classer et calculer les frontières verticales. Donc ces frontières verticales, ce sont des frontières qui vont apparaître entre des espèces qui ont le même nombre d'oxydation. La plupart du temps, ces frontières verticales vont être calculées soit à partir d'une constante d'acidité, Ka, soit à partir d'une constante de solubilité, Ks. Et inversement, à partir d'une frontière sur un diagramme donné, on pourra retrouver une valeur de Ka ou une valeur de Ks. Donc on va avoir des frontières verticales qui vont être calculées à chaque fois qu'on a deux espèces qui ont le même nombre d'oxydation. Donc il y aura une première frontière verticale au nombre d'oxydation 1 et une deuxième frontière verticale au nombre d'oxydation 2 dans l'exemple qui est ici. Les frontières ne sont pas forcément à la même valeur de pH, donc elles peuvent être à différentes valeurs. Une fois qu'on a calculé ça, il nous reste un certain nombre de frontières à calculer entre des espèces qui n'ont pas le même oxydation. Les espèces qui n'ont pas le même nombre d'oxydation sont liées par des relations redox, et donc pour calculer les frontières qui nous restent, on utilise la formule de Nernst. Une fois qu'on a trouvé tout ça, il reste à relier les différents points. La façon la plus simple, c'est d'utiliser la continuité du potentiel pour joindre les différents segments. Donc on verra avec des exemples comment ça marche en utilisant cette continuité. Attention, la continuité, c'est une méthode qui est assez facile puisque ça reste des petits calculs mathématiques, donc de la géométrie dans le plan, donc géométrie analytique dans le plan, donc ce sont des relations qui sont assez simples à manipuler. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que si vous faites une erreur quelque part dans vos calculs, comme vous utilisez la continuité, ça veut dire que vous utilisez à chaque fois le résultat précédent pour trouver le suivant. Si vous faites une erreur au premier calcul,
tous les calculs suivants seront forcément faux, puisqu'à chaque fois vous servez du calcul précédent pour trouver le suivant. Donc attention, c'est pas très compliqué, ça reste à calculer, ça revient à calculer un peu de géométrie analytique dans le plan. Et si vous faites une erreur quelque part, la continuité, tout se répercute derrière. Donc attention à ce que vous faites. Ensuite, donc les diagrammes de prédominance et les diagrammes les domaines de prédominance et les domaines d'existence. Donc une espèce qui est en solution ou une espèce gazeuse sera dans un domaine de prédominance. Un domaine de prédominance, c'est la partie du diagramme dans laquelle votre espèce prédomine, c'est-à-dire c'est elle qui est majoritaire par rapport aux autres espèces. La conséquence, c'est que cette espèce, qui est en solution ou gazeuse, peut exister ailleurs dans le diagramme que dans son domaine de prédominance, mais elle ne sera pas majoritaire. Une espèce solide, c'est une espèce qui sera dans un domaine d'existence. Ça revient un peu sur ce qu'on a vu sur les réactions de précipitation, où je vous ai dit que ce sont des réactions qui se font en tout ou rien. Soit le précipité existe parce que la condition de précipitation est respectée et le précipité se forme, soit la condition de précipitation n'est pas respectée et donc le solide n'existe pas. Une espèce solide, c'est une espèce qui sera dans un domaine d'existence, donc elle ne peut exister que dans ce domaine. Si vous êtes en dehors du domaine de votre espèce, par exemple du fer solide, le fer solide n'existe pas en dehors de son domaine d'existence. Par contre, l'ion Fe2+, sera prédominant dans son domaine de prédominance. Par contre, cet ion Fe2+, peut exister ailleurs, même si ce n'est pas lui qui est prédominant, puisqu'il n'est pas dans son domaine de prédominance. Alors, on va voir ensuite la construction de diagrammes. Avant de construire les différents diagrammes, on va voir le diagramme de l'eau. Ce diagramme de l'eau est un diagramme que vous devez connaître. Vous n'avez pas le choix. Alors, quand je dis qu'il faut connaître, ça veut dire qu'il faut connaître les espèces qui interviennent dans le diagramme de l'eau, et il faut connaître les équations qui correspondent aux différentes frontières et aux différentes relations. Donc H2O intervient dans deux couples redox. Le couple O2H2O avec un potentiel standard qui vaut 1,23 volts, et le couple H2O-H2 avec un potentiel standard qui vaut 0 volts. Ces valeurs sont à connaître. On va réécrire la formule de Nernst pour nos deux couples. Donc le premier couple O2H2O, donc il est équilibré ici. Donc en premier j'équilibre les éléments entre hydrogène-oxygène, donc ça me fait un 2 devant H2O. Ensuite j'équilibre les hydrogènes avec H+, et pour terminer les charges avec les électrons. Donc si j'applique Nernst, alors j'ai appelé E01 le premier potentiel, donc ça me fait E01 plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés. Le nombre d'électrons échangés dans notre cas ici c'est 4. Log de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant. Donc l'oxydant c'est O2, O2 il est gazeux. Donc ça me fait la pression de O2 sur P0. Ensuite, fois la concentration de H+, puissance 4, divisé par l'eau. Donc l'eau c'est le solvant puisqu'on est en solution, systématiquement en solution aqueuse. Et donc l'activité de l'eau au carré qui vaut 1. Par convention, on a vu tout à l'heure que la pression d'un gaz, ça vaut 1 bar. Donc ce terme-là vaut 1, celui-là vaut 1. Donc il me reste un E01 plus 0,06 sur 4 log de H plus puissance 4. Le puissance 4, je peux le sortir du log, qui va me faire E01 plus 0,06 log de H plus, ce qui revient à l'arrivée E01 moins 0,06 pH, c'est-à-dire 1,23 moins 0,06 pH.
quand on trace un diagramme potentiel en fonction du pH, ce type de courbe, c'est une équation de droite. Donc c'est une équation de droite de pente ou de coefficient directeur moins 0,06 et d'ordonnée à l'origine 1,23. Ensuite, même chose pour l'autre couple. Donc on a H2O plus 2Gas+, qui donne plus 2 électrons, qui donne H2 plus H2O. Éventuellement, on peut simplifier par H2O si on veut. Donc j'applique un Nernst. E est égal, donc le E0, c'est celui que j'ai noté là-haut, E02, bon, qui vaut 0 volts, plus 0,06 sur 2, puisque j'ai 2 électrons échangés dans le couple, log de tout ce qu'il y a du côté de l'Occident. Donc tout ce qu'il y a du côté de l'Occident, donc ça me fait l'activité de l'eau, qui vaut 1. Ensuite, fois H plus au carré, divisé par H2 qui est un gaz. Donc si c'est un gaz, ça me fait la pression de H2 sur P0. Et ensuite, fois l'activité de l'eau. Donc l'activité de l'eau, c'est 1, en haut et en bas. La pression partielle de dihydrogène, c'est 1, parce que par convention, la pression d'un gaz vaut 1. C'est ce qui a été donné le coup d'avant. Tout se simplifie, sauf le H plus au carré. Le carré, je peux le sortir du log, qui va se simplifier avec le 2 qui est ici. Et donc il me reste E02 plus 0,06 log de H, que je peux simplifier en E02 moins 0,06 pH. Comme le E02 vaut 0 volts, ce truc-là fait moins 0,06 pH. Même remarque que tout à l'heure, c'est une équation de droite, de coefficient directeur moins 0,06, donc parallèle à celle qui est au-dessus, et d'ordonnée à l'origine 0. Si on trace ce diagramme, on a nos deux droites. Donc la première, celle-là, elle part de 1,23, qui est ici, et elle a une pente de moins 0,06. La deuxième, elle part de 0, et elle a une pente de moins 0,06. Une fois qu'on a regardé ça, la première droite, on a vu que c'était la frontière qui séparait le dioxygène gazeux et H2O. Dans le couple O2-H2O, O2 est l'oxydant, H2O est le réducteur. Si on se rappelle le diagramme de prédominance redox, l'oxydant sera prédominant quand le potentiel est élevé, le réducteur sera prédominant quand le potentiel est bas. Donc, ici, comme mon potentiel il est sur l'axe vertical, quand je suis en haut du diagramme, je suis dans un domaine où le potentiel est élevé, donc c'est l'oxydant du couple qui sera prédominant, donc dans notre cas, c'est O2 qui est prédominant. En dessous de cette frontière, c'est le réducteur du couple qui sera prédominant, donc H2O. Donc ça, c'est la première frontière qui est là-haut. La frontière qui est en bas, même chose, c'est une frontière qui sépare H2O oxydant et H2 réducteur. Au-dessus de cette frontière, donc pour les potentiels élevés, c'est H2O qui est prédominant. Et donc on retombe dans le même domaine de H2O, puisque H2O fait partie à la fois de l'oxydant d'un couple et du réducteur de l'autre couple. Et ensuite, dans le domaine où le potentiel est le plus bas, ça sera H2 qui sera prédominant. Le diagramme de l'eau, c'est ça. Ce diagramme de l'eau, vous devez le connaître. Et en général, ce qui va se passer, c'est que ce diagramme de l'eau, on va vous demander de le superposer sur un diagramme qui sera donné ou que vous aurez tracé. Et à partir de ça, l'exploitation de ce diagramme de l'eau va être la suivante. C'est qu'on va vous demander de prévoir la stabilité des différentes espèces dans l'eau. Et donc, pour prévoir la stabilité d'une espèce dans l'eau, il suffit de superposer le diagramme de l'espèce qu'on vous donne avec le diagramme de l'eau. Ce diagramme de l'eau, c'est celui-là. Vous avez deux droites à placer, une qui part de 1,23, l'autre qui part de 0, et donc ce sont deux droites qui sont parallèles avec une pente de moins 0,06. Alors cette pente de moins 0,06, elle est assez simple à tracer parce que la plupart du temps, cette pente de moins 0,06, c'est une pente qu'on retrouve
sur la plupart des diagrammes, puisque ce 0,06 il vient de la formule de Nernst qu'on utilise pour tracer toutes les frontières entre des couples redox. Donc cette pente de moins 0,06, il vous suffit de repérer dans votre diagramme une frontière dont la pente vaut moins 0,06. En général, ça fait partie des questions qu'on vous aura posées avant. Et donc, il vous suffit pour tracer de trouver une droite parallèle pour tracer celle-là. Et donc, on superpose notre diagramme de l'eau avec le diagramme qui est donné. Et donc, s'il existe un domaine commun entre le domaine de l'eau et l'espèce qui nous intéresse, l'espèce est stable dans l'eau. Ce qu'on appelle le domaine de l'eau, c'est le domaine qui est compris ici, entre les deux droites. Si vous avez une espèce qui possède une partie de son domaine à l'intérieur de cette bande, ça veut dire que votre espèce est stable dans l'eau. Ça, c'est la conclusion. En pratique, il y a certaines espèces qui sont théoriquement instables dans l'eau, parce que leur domaine se trouve entièrement en dehors du domaine de l'eau. Les exemples qu'on rencontrera, c'est par exemple le cérium, Ce4+, ou le permanganate, MnO4-. Ce sont des espèces, quand on trace leur diagramme potentiel pH, soit du cérium, soit du manganèse, ce sont des espèces qui, théoriquement, sont des espèces qui sont instables dans l'eau, puisqu'elles n'ont aucune partie de leur domaine de prédominance qui a une partie commune avec le domaine de l'eau, c'est-à-dire avec la bande qui est ici. Et pourtant, ces espèces Ce4+, ou MnO4-, on les utilise en solution aqueuse pour faire des TP. Donc ce sont des espèces qui théoriquement sont instables dans l'eau, mais par contre, de manière pratique, on va quand même pouvoir les utiliser parce que les réactions entre ces espèces et l'eau sont des réactions qui sont lentes. Donc thermodynamiquement, ces espèces sont instables dans l'eau. Cinétiquement, on a le temps d'utiliser ces espèces. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas préparer une solution 6 mois à l'avance, parce que le jour où vous faites votre TP 6 mois plus tard, vous n'êtes pas sûr de la concentration, puisque votre solution a peut-être pu évoluer au cours du temps, en particulier si votre espèce réagit avec l'eau.